Hey, welcome back sur Prends un break, votre podcast préféré. J'espère que tout le monde va bien, mes petits minous. Mais toi, mon beau-frère, comment tu vas? Hey, moi, je me porte à merveille aujourd'hui. On reçoit une grosse pointure du showbiz, un ouais. idole de jeunesse. Fait que c'est tout le temps c'est tout le temps des épisodes le fun, mais je suis tout le temps un peu plus nerveux, mettons, que quand on reçoit un genre de David Henner, mettons, là, entre les deux. Genre, tu as une petite pression. Fait que non, j'ai bien hâte, là, je suis excité de celle-là. Je pense qu'on va sortir notre A-game. Ah ouais, quand j'étais jeune, on écoutait les galas juste pour rire. Je pense que c'est à chaque dimanche, me semble. J'espérais que Rato débarque. Ah ouais, moi tout, c'est ça. Puis des souvenirs de mon père crampé de râteau, mettons, Priscilla. Bref, c'est plein de souvenirs le fun. Fait que j'ai bien hâte qu'on réexplore tout ça avec notre invité d'aujourd'hui. Puis by the way, grosse journée. On a 2 shows de Too Blind to Date à soir. Fait qu'on est complètement contenus. 3 tournages dans la même journée, je pense qu'on n'a jamais fait ça. Hein? Ouais, non, je pense que c'est notre record. Fait que, ça roule au toast nos affaires. Comme le meuble RD, on peut justement être confortablement assis dans les divans de meuble RD. Checkez ça. On peut mettre de la musique dans les speakers, la basse. On a des néons, on a tout ce qu'il faut. c'est ça, coche. Ce modèle-là s'appelle le Orlando, là, si jamais vous cherchez à la maison. Vraiment abordable. Puis c'est ça, le speaker intégré, ça fait vraiment de la bonne musique. Là, on peut pas en mettre parce qu'on va se faire démonétiser, mais vous l'essayerez en magasin, c'est ça, coche. Tu peux même brancher ton sel, tu peux te jacker jarret, tu peux même te coucher sur le dos. Tout est possible avec le Orlando. Si j'ai envie de gagner 1000$ de chez Meuble RD, qu'est-ce que je fais, le beau-frère? Ben là, c'est ça qui va bien en plus. On fait ça une carte cadeau de 1000$ en collaboration avec Meuble RD. Fait que là, vous avez une semaine pour participer. On va annoncer le gagnant le 26 juin. Fait que dans une semaine pile. Dans le fond, pour participer, c'est vraiment simple. C'est d'aller suivre Meuble RD sur les réseaux sociaux. Fait que Instagram, on se trompe pas. D'aller suivre Prends un break puis de taguer des amis en commentaire. Après ça, ça donne une chance de participer. Puis on va vous annoncer le gagnant sur notre compte Instagram. Fait que allez voir ça. C'est le 26 juin qu'on va l'annoncer. C'est ça, dans le fond, on a sorti un reel où tout ça est expliqué sur le compte de Prends un break. Un gros merci à Eros, Tyzone et Monster de propulser Prends un break. Je pense qu'on est prêt à accueillir notre invité, mon beau-frère. Ouais, 100%, je pense qu'on est prêt. On a un bon épisode. Fait que je t'écoute. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pas besoin de le présenter. Tout le monde sait c'est qui. On accueille Jean-Michel Anctil! Merci de ne pas me présenter. Comment tu vas, mon Jean-Mi? Ça va bien, merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Ouais, merci beaucoup d'avoir signé notre invitation. T'avais-tu déjà vu un peu ce qu'on faisait ou t'as accepté parce que là, c'est lousse ton été puis t'as Parce du que temps c'est pour nous payant. c'est payant. T'as pas le cash, t'es venu ici. Non, j'ai vu quelques épisodes de votre podcast, puis j'en faisais pas beaucoup de podcasts. Ouais, c'est ça. Hein? Puis là, j'ai commencé à en faire un peu. J'aime ça, je trouve ça le fun. Puis c'est varié, tu sais, il y en a plusieurs types de podcasts, fait que... Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est bien intéressant. Puis je trouve que tu sais, t'as tellement une grosse carrière au Québec que j'ai l'impression on pourrait parler pendant 6 heures. Tu réalises-tu des fois tout ce que t'as fait? Tu vois-tu ça gros ou quand t'es dedans, c'est comme tu vis au jour le jour, là, j'imagine? Ben, non, je vois pas ça gros. Je sais que j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai fait de la radio, de la télé, de la scène, autant comme stand-up comique, au théâtre. J'ai touché à la direction artistique aussi. J'écris, j'ai créé des projets. Fait que je suis content d'avoir fait plein de choses. J'aime ça. Je suis pas un hyperactif, mais j'aime pas rien faire. Ouais. Je me donne des périodes de pause, mais je me vois pas, mettons, prendre ma retraite bientôt. Là. Justement, pourquoi être versatile de même? Genre, c'était-tu prévu dans ta tête que genre, tu veux pas te tanner, fait que t'essaies tout le temps quelque chose de nouveau? Tu sais, des fois, on pourrait penser que l'idéal, mettons, c'est de trouver dans quoi t'es bon, puis de focusser là-dessus, puis d'y aller all-in. Ouais, ben, tu sais, j'ai fait de l'humour pendant un grand bout de temps, puis après ça, il y a eu une pause de 7 ans entre 2 shows parce que j'étais brûlé, la tournée de Rumeur m'avait brûlé. Puis on m'avait approché pour faire d'autres projets, faire de la radio, entre autres. La radio, j'ai aimé ça. On en parlait avant d'entrer dans le podcast, à savoir si ça me manquait, la radio. C'est l'instantanéité, puis tu es présent à travers le public. Ça me manque. Mais d'avoir touché à autre chose aussi, là c'est le jeu qui me plaît, autant du côté comique que dramatique. Puis, par exemple, Passer au salon, c'est un projet que Louis-Philippe Dandonneau et moi, on a eu l'idée, puis qu'on a parti à zéro, puis que là, de voir que c'est rendu en ondes, que le public est présent au rendez-vous. Là, on a eu le go pour la saison 2. Ouais. On va commencer à tourner cet automne. Fait que de faire ça
c'est des projets qui arrivent, mais qui s'embriquent bien entre d'autres projets. Ouais. Fait que, tu sais, je suis pas 10 projets en même temps, puis de faire, hey, là, faut que je ralentisse, là. Tu fais-tu d'autres choses à part d'être devant le public? Comme Oui. métier ou comme passe-temps qui occupe quand même beaucoup de ton temps? Euh, Ben, je te dirais, il y a quelque chose qui occupe peut-être trop de mon temps. Je suis un gamer, moi. Ah ouais, hein? Ouais, fait que là, des fois, faut que je débranche ma console parce que, si bol, je peux m'incruster dans le divan, puis Combien de temps par semaine tu peux passer dans tes plus grosses semaines? trop, Trop? trop, beaucoup trop de temps. Ah ouais, je peux passer des heures. Moi, jouer 4 heures de temps, là, c'est... C'est un tranquille, un petit mardi. Ouais, là. mais si, mettons, ma blonde, elle travaille ou il y a quelque chose, puis je suis tout seul à la maison, hey, moi, je m'ennuie pas, là. Je m'installe devant, puis je joue à Call of Duty, Ah ouais, ça gonne. puis je sacre. Je t'en maudis après les cheaters. Ben voyons non! Non, j'ai vidé un chargeur dessus, il est pas mort, puis moi, une balle, je meurs. C'est fou ça, ce jeu-là. Moi, j'ai jamais embarqué, je me fais tout le temps tuer. Je comprends pas le monde qui réussit à. Ben, en multijoueur, je trouve ça plus tough. Fait que des fois, bon, là, je fais le mode zombie. Fait que je sais que les zombies, ils trichent pas. Ah ouais, c'est ça. C'est des robots. Ouais. Non, mais t'as-tu une question? Ouais, ben qu'est-ce de où ça vient ce vouloir d'être toujours devant le public? Ça vient-tu de ton enfance? Ben, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais la télé, je consommais beaucoup d'émissions jeunesse, puis je me disais, un jour, c'est ça que j'aimerais faire. Faire des émissions jeunesse, d'être dans la télé, de jouer. Puis après ça, j'ai découvert l'improvisation par Télé-Québec qui diffusait les matchs de la LNI. Puis là, j'ai fait, ah, quel jeu trippant! J'ai commencé à en faire au cégep de Limoilou, j'en ai fait à l'Université Laval. L'impro m'a amené à l'humour. Marc Boilard, pour ne pas le nommer, montait un show d'humour à Québec. Puis il me dit, hey, dis, t'es drôle, toi, ça te tente-tu de faire un show d'humour? Moi, j'avais jamais écrit de numéro. Puis j'ai fait, ben oui, j'étais un yes man. Je disais oui à tout. Puis la veille du show, j'ai commencé à écrire mon numéro. J'avais une idée de ce que je voulais faire, mais je l'avais pas écrit. La veille, je l'ai écrit. Sur scène, je le faisais, puis je mémorisais le texte en même temps. J'ai cette chance-là d'avoir une mémoire photographique, fait que j'apprends très vite. OK. Mais je délite vite aussi, là, une fois que c'est Ouais, fait, ouais. on efface. Puis là, j'ai commencé à faire la tournée dans des bars. J'ai fait les lundis juste pour rire au Dagobert à Québec. Puis après ça, j'ai su qu'il y avait l'École nationale de l'humour. Puis là, ben, j'ai fait, ah oui, c'est ce que je veux faire dans la vie. J'aime ça. Puis la scène m'a amené à faire de la radio après. La radio m'a amené à faire de la télé, puis à jouer. Mais c'est pas le goût d'être devant le monde, puis, tu sais, j'ai pas le besoin de me faire reconnaître ou de me faire voir, mais c'est le goût de faire ce que j'aime. J'aime faire rire. J'aime ça entendre le monde rire. J'aime travailler avec d'autres. J'ai été longtemps tout seul sur scène pendant plusieurs années, puis là, ben, de travailler dans des émissions télé où est-ce que tu es dirigé, tu es entouré d'autres comédiens, comédiennes, ça, j'adore ça. Ouais, puis je trouve que ta carrière, de la façon qu'elle est. Je trouve que ça fait comme full circle parce que tu sais, tu faisais pas du stand-up classique, tu étais souvent dans un personnage. Ouais. Fait que ça fait que. On dirait que ça translate bien pour la télévision. Là. Je sais pas à quel point, mettons. T'avais-tu une vision de faire du stand-up, mettons, à la Yvon Deschamps ou toi, c'est comme arrivé puis tu savais que ça allait comme être un tremplin pour d'autres choses, mettons? Non, moi, Yvon, ça a été le premier humoriste que j'ai découvert quand j'étais tout petit sur une cassette 8 pistes, là, les grosses cassettes. Puis c'est là que j'ai découvert le métier d'humoriste. Puis j'ai fait, ah ouais, c'est cool. On peut faire rire le monde et être payé pour ça, d'en faire une carrière. Puis moi, ça a toujours été les personnages. J'ai toujours aimé me déguiser. Puis moi, l'Halloween, c'est ma fête préférée. Fait que j'aime ça encore aujourd'hui. Les costumes. J'aime créer des personnages, inventer des histoires. Puis c'était peut-être une façon aussi de me cacher un Ouais, peu ouais. mon côté plus personnel. Je le cachais, mais il y a bien des affaires que je passais à travers les personnages. J'aime les personnages. À un moment donné, les personnages ont été à la mode. Après ça, ça a été moins populaire. J'ai changé, j'ai adapté un peu aussi mon dernier show. J'étais plus en stand-up. J'amenais les personnages, mais moins... tu sais, Priscilla avait plus de costume. Rato, j'avais juste le casque puis les dents parce que je pense que ça prend ça pour Rato. Mais il y avait la même énergie puis tout ça, puis ça a marché. Mettons, avoir à ramener un show, je ne ramènerai pas tous les personnages en costume parce que c'est plus compliqué. Maintenant, tu sais, c'est 1 heure et demie, pas d'entracte. Fait qu'il faut que ça roule. Mais les personnages, ça fait partie de mon ADN.
Puis genre, parce que tu sais, tu dis, mettons, parce que c'est vrai que les personnages, ça crée une espèce de distance avec le public. Fait qu'au début, j'imagine, ça doit être un peu plus rassurant de te dire, tu sais, je suis caché derrière un personnage que je sais qui est drôle. Mais d'un autre côté, je me dis, si tu te plantes, esti, en Priscilla dans un bar avec du rouge à lèvres et une robe, doit faire mal en tabarnak, tu sais. C'est déjà arrivé des affaires de même que t'es comme, ah, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie, là? C'est arrivé dans mes débuts, un personnage qui s'appelait Gilles Joly. C'est un joueur de quilles. Je me moquais un peu du bowling, là, parce que lui, c'était un maniaque de bowling. Puis j'avais une espèce de pantalon beige en forterelle, un petit gilet avec un gros col rouge. Je me tapais les cheveux, des petites lunettes rondes. Puis j'avais été engagé par une clinique dentaire pour aller faire un show dans une salle de quilles. Mais eux autres, ils jouaient de minuit à 3 heures du matin, au clair de lune. Fait qu'il m'avait dit, arrive vers minuit, tu vas passer vers 1 heure du matin. Puis, hey, c'était au mois de février. Il m'avait mis dans un local pas chauffé. Puis à 2 heures, là, j'étais encore là, je gèle. Ils m'ont oublié. Esti. Puis là, à un moment donné, je sors, je vais le voir. Fait que là, je dis, OK, je fais ça où? Ben là, il dit, ça va être entre l'allée 24 et 23. OK, il n'y a pas de... T'as pas prévu un petit stage ou de quoi? Il me donne le micro, mais c'est le micro du gars qui fait « À part que quelqu'un peut aller planter à quai dans l'allée 22. Ah, là. tabarnak. Et j'avais une toune sur la fin du numéro, mais là, ils n'ont rien. Fait que je suis obligé de la faire. C'est Chariots of Fire. Fait que là, je faisais un lancer au ralenti, fait que je fais... Ah, tu l'as a cappella, genre? Ouais, Ah, c'est moi qui faisais la musique. Puis, à un moment donné, quand j'ai commencé le numéro, il y a quelqu'un qui a crié « Oui, t'as le cul calisse, nous autres, on paye à l'heure! » Fait que c'était pas le groupe qui était... C'était pas tout le groupe qui jouait. Là, je m'ennuyais de ma mère, puis j'ai fait... Hey, je suis parti, je me suis même pas changé. Je suis parti avec mon costume. Puis là, j'ai fait... Hey, plus jamais. Mais à un moment donné, tu te refais pogner, tu fais des shows, tu fais... C'est pas toujours les conditions idéales au début. ouais. Non, ça doit pas, tu sais. Puis t'as-tu percé vite ou t'as eu le bout, tout ce que tu te demandais, genre, je fais-tu la bonne affaire? Tu sais, ça tu J'ai été quand même assez chanceux. J'ai pas l'impression... moi, des fois, je comparais ça à un building. Là, tu montes étage par étage. Il y en a qui passent du 3e sous-sol puis ils montent au penthouse tout de suite. Là. C'est ça, ouais, on vient de recevoir Rachid Badouri qui sort aujourd'hui, puis lui, c'était ça, là, tu sais, lui, il monté direct dans le penthouse, puis ça a amené d'autres problèmes. Ouais, ben c'est ça. Après ça, c'est que quand tu redescends, il y en a qui trouvent ça plus tough. Moi, j'ai comme l'impression que ça a été étage par étage, puis ça m'a permis d'apprécier la vue de chaque étage. Puis quand tu arrives en haut, à un moment donné, tu sais que ça va redescendre. Puis c'est dans chaque carrière, c'est normal, c'est un cercle. Puis quand ça redescend, ben après ça, tu vas peut-être aller dans une autre sphère de ton... C'est pas de ton métier ou dans un autre univers, puis que là, tu vas avoir d'autres défis. Fait que moi, ça a quand même bien été. Tu sais, j'ai fait l'École nationale de l'humour. Après l'École nationale, il y a eu la tournée Juste pour rire. C'était 4 finissants de l'école qui faisaient la tournée. Ça m'a amené à faire de la radio. Après ça, au Midi Fou, à C'est quoi? La radio m'a amené à la télé. Fait que, tu sais, il y a tout le temps eu un step. Puis à un moment donné, Rumeur, qui a été le show qui a roulé le plus. Mais là, je faisais que ça. Des shows. Mais ça, je me suis brûlé aussi à faire ça. C'est peut-être la période qui a été le plus rushante dans ma carrière. Mais après ça, j'ai pu choisir mes trucs puis de faire en sorte de m'économiser pour pas me brûler. Quand t'as fait ton genre de burn-out, là, ça a été quoi ton premier signe que tu t'es rendu compte qu'il faudrait peut-être que j'arrête? Je commençais à pogner un air après le public quand ça marchait pas. Ah ouais, hein? Ça, c'est Ben, la t'sais, tournée Rumeur. Ça, c'est la grosse ouais. tournée que t'as vendu genre 500 000 tickets. Ouais. C'est... tu sais, je me fâchais pas sur... Bon, ouais, mais une fois, je me suis fâché sur scène parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu embarquer. Puis, tu sais, je commençais le show, puis je prenais quelqu'un dans la salle, puis là, je niaisais un petit peu, mais très, très poli. Et après ça, j'avais un personnage que je dis, bon, habituellement, je vais au hasard, mais là, ce soir, c'est déjà choisi, puis je prenais la personne que j'avais taquinée. Mais le gars, il a jamais voulu monter. Mais tout le long, dans le show, il parlait, il répondait. Puis là, quand vient le temps de monter, il veut pas. Fait que là, je pensais qu'il niaisait. Fait que là, je prends la main, je dis, viens-t'en. Puis là, il fait ça de même. J'y vais pas, câlisse. Là, je fais, tabarnache. Tout le long, asti, toi, t'as niaisé dans le show, tu m'as dérangé. Puis là, quand vient le temps de participer, tu veux plus participer. Là, j'ai dit, je le fais pas, le numéro. Fait que là, j'ai scrappé le numéro. Je suis revenu sur scène après.
Puis là, j'ai fait, bon, d'habitude, je faisais Maxime. D'habitude, j'arrive plus tard, mais là, il y a du monde qui s'assoit en avant puis qui font chier le monde. Ah ouais, hein? Là, après show, je fais, oh, non, non, là, ça va pas. Là. Le public riait-tu quand tu t'insultais Oui, le oui, oui, le désagréable? public y est. Puis là, le monde, il disait, vas-y, c'est trou de cul, monte! Fait que là, j'ai fait. Mais après ça, tu sais, c'est mes techs qui ont fait, hey, à soir, t'es allé rough. Là, j'ai fait, ah ouais. Puis là, je sentais que je commençais à être épuisé, fatigué. Puis quand j'ai fini la tournée, tu me reparlais de faire des shows. Puis je venais avec des symptômes physiques. Là, tu sais, je tremblais, maux de cœur. Puis là, j'ai fait, ah non, 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 il faut que je prenne une pause. Puis j'ai pris une longue pause de 7 ans. Puis ça a tout pris pour que je refasse un show. Mais quand j'ai recommencé, je l'ai fait parce que j'avais le goût de le faire. J'avais le goût d'être sur scène. Je voulais m'amuser. Puis maintenant, c'est ça. Mes projets que je fais maintenant, c'est qu'il faut que je m'amuse. Puis tu finis-tu par te sentir fou, là, tu sais, c'est 500 000 billets vendus, c'est 730 représentations en 2 ans, tu sais, c'est énorme, là. À un moment donné, tu répètes tout le temps la même affaire. Tu sens-tu que t'es une cassette, tu sais, s'il y a-tu un moment où t'es comme, là, je suis rendu un perroquet, un peu, là. Non, parce que moi, j'improvise beaucoup. Fait qu'il y a des choses que je changeais dans mon show. J'essayais toujours d'avoir des nouveaux gags dans le show pour faire rire mes techs. Parce que mes techniciens, là, ils sont là depuis le début. Fait qu'eux autres, là, ils ont entendu les gags, là. Fait que des fois, j'essayais de les surprendre. Puis comme je commençais le show de façon différente, ben j'avais pas l'impression de faire « OK, on part la cassette, puis dans ce temps-là, c'était 2 heures et quelques le show. Dans 2 heures et quelques, c'est fini, ben, on rembarque le stock. » Mais ce qu'il y a de dangereux, des fois, c'est que tu es en train de faire le numéro, puis pendant que tu fais le numéro, tu fais « Ah ouais, c'est vrai, faut pas que j'oublie, ma tondeuse est brisée, puis il faut que j'aille à la quincaillerie. » Mais là, tu es en train de te parler, tu dis ça, mais c'est pas ça qui sort, là. Ouais, ouais. Puis là, à un moment donné, tu fais comme « Hein, c'est drôle, je suis en train de dire ça, puis c'est pas ça. » Puis là, à un moment donné, whoop, t'arrêtes de parler, tu fais comme « Ah, calique, je t'ai rendu où? » Puis là, whoop, tu rembarques dans le numéro. Fait qu'il y a ce côté-là qui est un peu fou. Mais sinon, j'ai essayé justement de ne pas embarquer dans le côté Essayer de répétitif. Ouais. réinventer, genre, ouais, j'imagine que ça rend ça plus frais aussi. Parce que comme tu dis, si tu tombes sur le pilote automatique, même si tu dis les mêmes mots, ça doit quand même se sentir un peu dans le public qu'il n'est pas tout là. Tu sais, Ouais. il pense à sa liste d'épicerie. Parce que le public, eux, ils sont pas là à tous les soirs. Toi, tu fais le même show à tous les soirs, mais c'est un nouveau public. Fait qu'il faut que le public ait la même qualité de spectacle que les premiers quand ils sont venus, quand tu as commencé, puis tout était nouveau. Les gens ont payé le même prix que ceux qui étaient là dans mettons, tes 10 premiers shows. Fait que, mais ça, le côté impro a toujours fait partie de mes spectacles, puis j'aime ça, improviser. Je trouve ça le fun d'interagir avec le monde, c'est cool, puis je trouve que ça te donne un souffle nouveau quand tu fais ça. Ouais. Les artistes sont pas réputés pour être les meilleurs gestionnaires d'argent. Et quand tu as fait Rumeur, là, tu vas avoir un flux d'argent quand même incroyable. Comment tu faisais pour gérer ça quand faut que tu performes? Tu n'as pas le temps peut-être de jongler avec ça? C'est pas moi qui gérais ça. Non. C'était une tournée qui n'a pas été si payante pour moi que ça. Oh, ouais. Non. J'avais un gérant à l'époque il y avait un gros pourcentage aussi qui était donné là-dessus. Il y avait beaucoup de dépenses. Fait que j'ai appris à gérer mes tournées quand je suis devenu producteur dans mon show. Parce que j'ai pas juste appris à gérer l'argent, j'ai appris à gérer le temps. Fait que, tu sais, de partir en tournée, tu fais 2 semaines, tu pars, tu vas faire... Parce qu'à l'époque, c'était ça, là, tu partais, tu faisais la Côte-Nord, la Gaspésie. Je revenais 2 jours, je repartais faire l'Abitibi 2 semaines. Je revenais après ça, tu faisais l'Abitibi, l'Outaouais, tu revenais 3-4 jours. Là, tu vas faire Sherbrooke, tu reviens, va faire Trois-Rivières. Fait que j'étais tout le temps à gauche et à droite. Là, c'est les dernières tournées. Si je partais faire la Côte-Nord, quand je revenais, j'avais une semaine off. OK. Après ça, je faisais des shows autour de Montréal pour être chez nous après. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui a géré ces choses au niveau de l'argent, là, de faire... c'est niaiseux, hein? Ça remonte à mon premier chèque de paye que j'ai eu. Ma première job, c'était au McDo. Mais quand j'avais, mettons, ma paye, si j'avais 200$, mais il y avait 100$ qui allaient dans le compte, puis j'y touchais pas. Puis j'avais 100$ où je pouvais dépenser. Puis après ça, je me disais, il faut toujours qu'il y ait une limite dans mon compte. Je me disais, OK, là, le prochain coup, c'est 500$, il faut qu'il reste dans le compte. Après ça, c'était 1000$. Fait que c'était tout le temps comme ça pour avoir un fonds, pour me sécuriser. Je sais pas, peut-être parce qu'à un moment donné, mon père a travaillé beaucoup, toute sa vie,
Ça roulait pas mal. Puis à un moment donné, il y a eu un creux. Puis là, j'ai fait comme, ah, OK, ça peut arriver, ça, que ça arrête du jour au lendemain, qu'à un moment donné, là, tu travailles plus. Puis j'ai toujours eu cette peur-là, je l'ai encore aujourd'hui. Fait que j'ai comme le principe d'assurer ses arrières. Fait que si jamais il y a un creux, moi, la pandémie, j'ai dit, je travaillerai plus jamais. Ouais. Bien, on faisait la tournée Les Voisins au théâtre, puis là, ben, ils ferment les théâtres, puis là, tu fais comme, OK, t'es chez vous, tu fais quoi? Ouais, Ça se J'ai- game. Ouais, non, je gagnais un peu, mais pas tant que ça. Là, je capotais. Stream ton Call of Duty sur Twitch, c'est sûr ça pogne ça. Jean-Michel Anctil en stream. Ouais. En bobette dans le Ah couch. ouais, Chris, on va te la rentabiliser ta pandémie. Non, mais ce que j'ai fait durant la pandémie, Ouellette, l'humoriste, un de mes chums, qui était auteur aussi sur mon show, qui faisait mes premières parties, il m'a dit, là, je voyais du monde qui faisait des affaires sur Internet, puis moi, je faisais, Christy, je vais faire quoi? Ben, il dit, lis-nous des affaires, t'es tout le temps en train de lire des livres. En tournée, j'avais tout le temps des livres. Puis là, j'ai fait, OK, mais je lirai pas des livres. J'ai dit, je vais lire mes textes. Fait que j'ai commencé à faire la lecture de mes premiers shows, Ah, c'est nice ça. mes premiers numéros. Puis en même temps, j'expliquais comment j'avais créé le numéro. Ah, c'est bon. Fait que là, à chaque vendredi, 7h, fait que le premier live que j'ai fait sur Facebook, j'ai fini le show, j'étais brûlé raide. J'avais fait le 2h et quelques de mon premier show. Puis en même temps, j'expliquais comment Maxime, le personnage de Maxime est né, comment le personnage de Rato est né. Puis là, ben, on avait pas mal d'écoute. Après ça, ben, je dis, la semaine prochaine, je vais faire mon deuxième show. Après ça, le troisième. Puis après ça, je faisais des numéros que j'avais fait, mettons, juste pour rire. Après ça, j'invitais du monde. Fait que là, je demandais, mettons, à Phil Laprise, c'est quoi ton premier numéro? Puis comment il a été créé, ce numéro-là? Puis à force de faire ces affaires-là, puis d'avoir des invités, à un moment donné, Ouellette est devenu comme co-animateur avec moi. On parlait de trucs. J'ai créé un show télé qui s'appelait Numéro marquant. Fait que c'est les artistes qui venaient parler de 3 numéros marquants dans leur carrière. Le premier qu'ils ont fait, le numéro qu'ils avaient connaître, puis le numéro dont ils sont le plus fiers. Fait que il en faisait des extraits, il en lisait des bouts. Fait qu'en même temps, c'est que tu apprends sur le processus de création. Parce que c'est pas tout le monde qui va écrire de la même façon. Moi, le premier numéro que j'ai écrit, Maxime, j'étais chez nous, j'ai mis de la musique, Offenbach, et la chanson disait « Mon père était stérile, ma mère, elle voulait pas d'enfant, c'est pas mal difficile de venir au monde contre le vœu de ses parents. » Fait que là, j'ai fait « Ah, OK, un petit gars, que ses parents, ça va pas bien, ils se chicanent. » Puis la première ligne que j'ai écrite, c'est « Ma mère puis mon père sont en train de se chicaner. » Ma mère a dit, on vit dans un monde de cul plein de sexe. Mon père a dit qu'il y a nous plein de cul du monde puis qu'il n'y a pas assez de sexe. Fait que c'est comme ça, tout d'un trait. Cette ligne-là est partie. Puis après ça, j'ai créé Maxime en disant, OK, c'est un petit maudit qui fait des mauvais coups. Qu'est-ce qu'il peut faire comme mauvais coup? Fait que là, je regardais autour, OK, il y a une laveuse. Qu'est-ce qu'il a pu mettre dans la laveuse? Ah, il a mis le chat. OK, mais il n'avait pas mis de suppliciant, fait qu'il y avait plein de statistiques qui s'est sauvé avec un bois à mon père collé sur le cul. Puis là j'écrivais. Fait que c'est comme ça qu'est né Maxime. Priscilla, c'est en écoutant de la musique d'André Gagnon. C'est de la musique douce. Puis là, je dis, si elle est en peine d'amour, qu'est-ce qu'elle a eu? Puis là, j'écrivais. Puis le premier numéro de Priscilla, je pense que je l'ai écrit en 10 minutes. Oh, ouais. Hein? Tout. Puis j'ai peut-être changé 2-3 trucs dedans, mais là, je suis plus capable de faire ça, par exemple. Puis ça a-tu rentré la première fois? Parce que tu sais, t'étais comme le premier humoriste drag, genre un peu, là, tu sais, dans le sens. Ouais. Mettons, au début, genre aujourd'hui, le monde sont plus habitués de ce genre de trucs-là, mais je me demande, dans les années 90, un gars déguisé en fille sur le stage, ça, Il y en ça avait passe pas bien beaucoup. automatiquement. Ah, tu sais? ça a passé. Oui. Mais c'est drôle, parce que on m'a posé la question. Mettons, aujourd'hui, je fais Priscilla. Est-ce que ça passe aussi bien que ça passait avant? Je sais pas qu'est-ce qui a fait que ça a changé. Mais là, il faut pense dire que ça que passe les bien. dragues, je prends Mado ou Mona. Tu sais, Mona, Mona, ils ça ont, marche, tu sais, ça. c'est full make-up, puis c'est les grosses perruques. Moi, c'était pas full make-up, là. Puis c'est leur identité aussi un peu, je pense que toi, c'était vraiment un personnage. Ouais, Eux, c'est comme des fois leur alter ego, genre. Ouais, c'est ça. ouais. Peut-être que ça passerait moins à ce niveau-là de genre, hey, nous, on est ça, toi, tu fais juste mais pour faire le connu. c'est aussi drôle. Ben Moi, oui. Mona, elle me fait rire. Ben oui. C'est, mais je sais pas pourquoi qu'à un moment donné ça a dérangé puis que le monde est décroché là, c'est pas c'est pas une maladie, ça s'attrape pas. C'est pas parce que mon autre touche que tu vas commencer, hey, je vais mettre des robes, je vais me maquiller. Mais moi, Priscilla, j'ai toujours eu du fun à le faire jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'avais l'impression de tourner en rond, de ramener tout le temps le même pattern pour le personnage, fait que je l'ai un peu tassé.
Puis le seul personnage, je pense que je me suis pas tanné, c'est Rato. Cet univers-là de folie qui est très loin de moi, parce que moi, dans la vie, je suis vraiment plus posé, plus calme. Mais quand je fais Rato, là, tu sais que j'ai du fun. Puis je pouvais me permettre de créer des affaires sur scène. Tu sais, le mouvement de Rato qui se met à bouger, c'est parce qu'un soir, il y a un de mes techs, je l'ai déjà compté pas mal ça, mais il y a un de mes techs qui avait oublié de rentrer le banc de parc parce que Rato attendait l'autobus sur un banc de parc. Puis là, j'ai fait, OK, je peux pas m'asseoir. Fait que là, j'ai commencé à bouger, puis attends l'autobus. Puis, fait que là, ça a fait comme, c'est bien encore plus plus drôle drôle. qu'il bouge Ah, qu'il ouais. soit assis. Puis là, à chaque soir, j'essayais de trouver des nouveaux gestes, puis d'upgrader le numéro, puis je me faisais rire. Je me dis, j'étais un bon public, je me faisais comme, hey, moi, voir ça, ça me ferait rire. Puis je le riais. Je disais au monde, ça, je viens d'inventer ça, puis C'est bien- ça avait du fun. C'est-tu Rato qui a fait ta carrière? Maxime le parti, Priscilla m'a donné, je te dirais, avec le bec du maire Bourque puis les parlementeries, en fait, les Quoi, le bec du parlementeries. maire Bourque? Ben parce que Priscilla m'a donné à chercher un chum, puis je devais faire. Attends, rewind. Ok, ouais. Quand tu commences, puis tout ça, tu vas avoir ta place parmi la gang des humoristes, tout ça. À un moment donné, ils ont monté un show qui s'appelait Les Parlementeries, le premier. Je reçois l'appel pour faire ça. On me dit, OK, ça va être Priscilla, qui est ministre des maladies de femmes et du harcèlement sexuel. Faut que tu écrives, tout ça. Je peux pas aller à la première rencontre parce que je suis à la radio. J'envoie un texte. Je suis complètement champ gauche. C'est pas ça qu'ils voulaient. Il me rappelle, il y avait Daniel Lemire, Pierre Légaré qui m'a appelé, puis le script éditeur qui me dit, non, c'est pas ça. Il faudrait que tu fasses telle affaire. Je dis, OK, parfait. Et là, j'ai écrit un numéro où je m'attaquais à Michel Barrette, qui était dans l'opposition. Puis là, je disais, t'es un trou de cul, tu m'as abandonné, gna, 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 gna. Puis là, regardez-les. Et ça a été un numéro qui a marqué dans les parlementeries et ça m'a permis d'avoir ma place parmi les autres humoristes. C'est comme si là, je pouvais le dire, je suis humoriste. Avant, j'étais gêné de dire ça. Fait que là, c'était comme si ça me donnait ma place parmi les autres. Ok. Puis après ça, à Juste pour rire, je devais faire un callback avec Michel Barrette où Priscilla est enceinte, elle cherche un père. Puis Michel, il n'est pas là ce soir-là parce qu'il tourne sur une série, il n'a pas pu se libérer. Fait que là, je fais, OK, ça va me prendre quelqu'un là, pour faire mon numéro. Je le fais à deux. Et là, je vois le maire Bourque qui arrive en retard. Fait que là, je fais le numéro, puis là, je dis, bon, ben, ce soir, je vais aller me chercher un père dans la salle. Nan, nan. Je vais chercher le maire Bourque, je le fais monter sur scène, puis là, je le taquine un peu. Puis là, à la fin, je fais, j'aimerais ça pour... juste pour saluer notre amour, d'avoir un petit baiser sur la joue. Fait que là, il s'approche pour me donner un bec sur la joue, puis à la fin, je me tourne, puis je donne un bec, puis là, ça a fait... Fait que c'était à la fin du numéro. Fait que ça a comme donné une pas une crédibilité, mais ça a eu beaucoup d'impact dans le public. Puis après ça, Rato a continué à garder cette notoriété-là, si on veut. Puis j'ai vu l'impact de Rato dans le public quand un jeune est arrivé chez nous à l'Halloween qui était déguisé. Ça sonne à pas. C'est que c'est Il y a un hot. mini Rato, je fais « Oh, ben, colique. » Aïe, Ça, aïe. c'est là que j'ai vu que le personnage a marqué. Chris de bon déguisement pour ton enfant, ça, de le mettre en râteau. Mais le problème, le monde, il cherche les dents. Hey, t'es pris où les dents? Les dents, moi, j'ai été fait faire sur mesure par Oh, ok. un gars qui fait tous les maquillages pour le bye-bye, Stéphane Tessier, pour ne pas le nommer. Fait que Stéphane, j'avais dit, fais-moi des dents écartées, là, puis je veux essayer ça. Puis le personnage n'existait pas, là, c'était juste pour mon fun à moi, de mon côté. J'avais fait faire plein d'autres dents, puis que je mettais chez nous, puis que je m'amusais. Puis là, quand j'ai mis les dents de râteau, là, ça change tellement à face. Puis là, j'ai commencé à parler avec la voix d'un gars que je connaissais à Québec où j'étais. Puis là, j'ai comme ça que j'ai menté. Et le casque de râteau, c'est Luc Sonnet qui faisait la mise en scène de mon show. Il y avait une petite Miata décapotable, puis lui, il avait ce casque-là. Il venait avec, tu sais, il conduisait sa Miata avec ce casque-là, puis j'ai commencé à le mettre pour faire râteau, puis là, j'ai dit, hey, tu vas le perdre. Fait qu'on l'a pris le casque, on l'a décousu, on a fait faire un par une couturière, puis c'est comme ça que le personnage est né. Moi, je tripais tellement sur Rato qu'il vendait des genres de faux dentiers dans les machines à gomme, là, puis je n'avais trouvé un qui avait quasiment pareil, puis je jouais Rato avec mes dents, là. Mais le problème, c'est qui tiennent. Parce que ouais, souvent, ces ça dents-là, tu les tombe, mets, ouais. puis là, ils débarquent. Moi, c'était vraiment, c'est comme un dentier dans le fond avec un moule de mes dents, puis il vient Ça clipper. clip. Fait que je peux faire n'importe quoi, puis c'est rare qu'il débarque. Il débarque une fois, mais à part ça, ça tient.
T'es-tu genre, tu sais, mettons, Bon Jovi, à un moment donné, ils sont tannés de refaire leur plus grosse tune que tout le monde leur demande. Tout le monde veut-tu tout le temps que tu fasses son râteau précis là? Tu sais, y a-tu ces espèces d'attentes-là de, ben là, je suis allé voir Jean-Michel, faut que je voie râteau? Ouais. Bon Jovi et moi, on a le même combat. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme je fais de Bon Jovi. Ah, je me suis fait comparer à Bon Jovi. Ben oui, c'est sûr que quand je faisais des shows, mettons, je fais un corpo, puis là, ils disent Ah, on va engager Jean-Michel, ben, ils veulent pas juste que tu fasses du stand-up. T'sais, ils s'attendent à ce que, bon, il va-tu faire Priscilla, il va-tu faire Rato. Mais je me suis jamais tanné de le faire. Je me suis tanné de faire Priscilla à un moment donné parce que c'était d'amener la perruque, puis ça, c'était plus long. Mais Rato, ben, tu sais, quand t'as pas le costume, puis t'as pas les dents, tu fais Hey, fais-moi un bout de Rato. Ben, C'est un peu, ouais. là, ça prend le costume. Fait que des fois, je fais juste des Hey, hey, oh, hey, OK, à cause, à cause. Là, mais j'arrête là. C'est bon, ça. On va le mettre dans notre teaser, ce bout-là, c'est parfait. Ça. C'est qui cave? Il est là ou là? As-tu déjà fait l'amour déguisé? Non. Non. Mais C'est- il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, je faisais l'amour puis j'entendais Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Il dit, ça m'a déconcentré un peu. Ben, je dis tant qu'à la fin, tu fais pas. Ah, si. Esti! Ah, que ça serait bon, ça. Non, l'amour déguisé, non. Il l'aurait pas fait. C'est fou, ça. Puis j'ai une question, je sais je voudrais revenir sur Rumeur. Tu sais, 500 000 billets vendus, on est 8 millions dans la province. Réalistiquement, comment ça se peut, ça? C'était quoi l'effort marketing? Comment ça s'est fait? Pourquoi ça a eu lieu? Ça arrivera plus jamais. Ben, à l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas autant d'humoristes qui roulaient. Il y a du monde qui sont venus voir le show peut-être 2, 3 fois, mais c'est drôle parce que ça, il faut que je donne ça à mon gérant de l'époque. Il faut que je lui donne ça parce que quand j'ai commencé, je faisais le Jésus, le Théâtre Jésus, puis c'était moitié plein. Il y avait, tu sais, le Jésus, c'est quoi? C'est 400 places. Fait que mettons qu'il y avait 250 personnes. On faisait le Jésus, puis on remplissait pas. Puis le moment donné, on a commencé à remplir, puis le fait comme, OK, on part du Jésus, on s'en va dans le plus grand. Et là, on ne peut pas aller dans le plus grand. Si j'ai de la misère à remplir de Jésus, non. Il faut créer une demande puis montrer que ça marche. Fait que là, on est parti du Jésus. Je suis allé à l'Olympia. De l'Olympia, je suis allé au Saint-Denis 2. Là, maintenant, c'est l'Espace Saint-Denis, je pense que ça s'appelle. Après ça, là, on crée un engouement. Puis à un moment donné, j'ai fini la tournée avec le Saint-Denis 1, qui est 2200 places, et on remplissait 2200 places. Puis là, on faisait des 3-4 soirs au Saint-Denis. Là, à cette heure, c'est plus possible parce que, les gens... Fait que c'est vraiment fake it until you make it. Ah ouais, c'était vraiment ça, comme Field of Dreams, là, Build It, they Will Come. Fait que c'était un vieux film. Ben, j'ai pas le référent, mais je comprends. J'ai vu le vide dans vos tu yeux. m'as complètement perdu. Ouais. C'est beau, Jean-Michel. Ah, Ouais, ouais. build it, they will come, je te suis. Non, c'est un gars qu'il faut je pense avec Kevin Costner, il construit un terrain de baseball, mais à travers ses champs. Puis là, il fait comme, voyons non. Puis c'est une voix qui dit Build it, they will come. Fait qu'il construit un stade de baseball. Ok, Puis à un moment donné, le monde vient, puis il remplit son stade. Les gens remplissent les estrades. Mais. C'est vide dans vos yeux. C'est vrai qui traverse sa main, il y a une vanne. Ah ouais, là, Dis-moi j'étais en loin, plus. Ouais, c'est ça. Fait qu'en fait, c'était de créer l'engouement puis de montrer que, OK, ça marche. Là. Il n'est plus dans la petite salle, il est rendu dans la grande salle, puis ça a marché. Puis dans ce temps-là, mettons, au niveau promotionnel, genre, tu sais, aujourd'hui, il y a bien les réseaux sociaux, tout ça, mais Ouais. avant, c'était quoi? Tu te payais des billboards, c'était ça la game, tout le monde se payait ça, puis t'allais à la télé, puis... Pas un billboard, c'était vraiment journaux, télé, radio, puis c'est des pubs dans les journaux. C'était ça qui faisait vendre parce que le monde ouvrait leur presse ou leur journal de Montréal de Québec le samedi, puis ils regardaient les shows qu'il y avait là. Fait que des fois, tu avais des pleines pages. Le bouche à oreille a été très, très, très efficace. Et je pense que il y a 2 régions où j'ai vendu le plus de billets, c'est Gatineau et Québec. Je viens de Québec, j'ai un amour pour la ville de Québec et c'est réciproque. Puis Gatineau, ça a été comme une ville d'adoption. Mon premier show, je pense que j'ai fait 80 quelques représentations, puis là-dessus, il y en a peut-être 60 juste à Gatineau. Là. ouais. Puis c'est pour ça que quand j'ai recommencé mes shows, je veux commencer à Gatineau ou je commence à Québec. L'Outaouais,
c'est un endroit coup de cœur pour moi. J'aime jouer là, c'est le fun. Nous autres aussi, on a fait un podcast à Gatineau, puis on avait fait une coupe ailleurs, puis on n'avait jamais été là. Puis quand je suis allé là, j'ai vraiment aimé le public, puis la vibe qu'il y a là. Puis c'est quand même un bon marché parce qu'il y a Ottawa. Tu sais, on peut un peu le négliger, mais juste Gatineau, ils sont comme 300 000 à Gatineau. Fait que c'est une grosse ville. Là. Non, puis tu vas chercher tous les gens. Oups. Tu vas chercher tous les gens autour aussi, tu sais, de Montebello, dans ces régions-là, Embrun. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont se déplacer pour aller dans l'Outaouais. C'est une super belle région aussi pour aller là en vacances. Fait que, non, j'ai aimé ça. C'est comme, tu sais, au départ, quand on commençait les shows, on rodait à Magog, parce que Magog, c'est tous les gens l'Estrie vont en vacances, les gens de Québec, les gens de la Gaspésie, du Saguenay, Trois-Rivières. Tu sais, s'ils passent par Magog, ils vont aller au Vieux-Clocher. Puis à l'époque, t'avais un show dans l'été. Fait que moi, je passais l'été là en show. Je rodais mon affaire avant de partir en tournée. Fait que tu avais un bon échantillon aussi du monde un peu partout dans le Québec pour voir, OK, ça va-tu marcher si ça marche ici, ça va-tu marcher quand je vais être à Rimouski? C'était-tu difficile pour ton couple d'être jamais à la maison? Ah oui, ça a été difficile pour la famille. Quand j'ai fait rumeur à un moment donné, ma fille la plus vieille, elle m'avait dit, c'est pas le fun d'avoir un papa qui fait rire les gens. J'ai fait pourquoi? Elle dit, il est toujours parti. Ça, j'avais trouvé ça rough. Puis là, tu sais, j'ai mes valises, puis je partais pour l'Abitibi. Puis elle avait déjà demandé, hey, où la maison à papa? Ben, j'étais pas là. Puis à un moment donné, moi, j'étais pogné dans ce tourbillon-là. Tu sais, roule, fais des shows, fais des shows, fais des shows. Ah ouais, mais à un moment donné, je vais m'arrêter. À un moment donné, oui, mais tu sais, je vais prendre le temps. Mais il y a des affaires que j'ai passées à côté, puis en plus, je revenais de tourner, j'étais brûlé. Fait que je voulais me reposer. Fait que des fois, les enfants, on fait ça. Ah non, papa est fatigué. Ah non, j'ai pas le temps. Là, regarde, ma blonde, on va-tu faire ça? Non, hey, j'arrive de 2 semaines. Là, je peux-tu relaxer un peu? Tuer des zombies en bobette. Non, non, à l'époque, je gamais pas. Je faisais pas ça. Mais ouais, ça a été rough pour la famille. Puis c'est pour ça que les dernières tournées, je contrôlais mieux ce temps-là sur la route. Puis ça a été bien différent. Puis t'avais quel âge à rumeur, mettons, pendant Parce que tu dois te dire aussi, OK, mais là, l'opportunité passe là, et si je passe à côté du bateau, ça reviendra pas. Là. Surtout quand t'es jeune, j'imagine, la mentalité. Puis c'est ce qu'on me disait aussi, tu sais, hey là, faut que tu y ailles pendant que ça passe. Mais c'est pas vrai. Ça passe. S'il y a quelqu'un qui veut aller te voir en show, il peut attendre une semaine. Puis s'il n'est pas là, ben, il va aller te voir après, dans 2 semaines, dans un mois. Je pense qu'il faut s'écouter aussi. Je me suis brûlé aussi à faire ça. Mais la question, c'était... T'avais quel âge pendant Rumeur? J'avais quel âge? Rumeur, j'ai commencé, c'était en 96, fait que j'avais 30 ans. OK, ouais, c'est ça quand même. Tu considères-tu que t'es quelqu'un de carriériste? Ouais, je pense que oui. Je pense que j'ai des plans. Je veux y arriver. Ouais. Ouais, je suis carriériste. J'aime ce que je fais. J'aime avancer dans ce que je fais aussi. Mais je prends peut-être pas tous les outils pour y arriver. Des fois, je vais laisser aller en me disant lui, il va faire ça mieux que moi. Lui, non, il y a déjà quelqu'un, je vais le laisser aller. Fait que c'est un peu paradoxal. Tu sais, j'ai le côté carriériste, mais des fois, je me bats pas pour arriver à mes fins. Ouais, Quand t'as fait ton burn-out, là, ça a pris 7 ans, comment t'as fait pour te reconstruire? J'ai fait... parce qu'à un moment donné, quand j'étais à la radio, il y avait quelqu'un qui avait dit on va monter un show où on va ramasser des fonds pour le Club des petits déjeuners, puis ça pourrait être aussi pour ta fondation. Là, tu pourras refaire un show. Puis là, à un moment donné, je pourrais faire 1 ou 2 numéros. Fait qu'on avait monté un concept de show où j'étais avec Marina Orsini aussi. Elle chantait. Moi, je faisais 2 numéros, puis on avait des invités qui venaient. Puis là, hop! Puis après un show à l'Abbé, je m'en souviens encore, avant qu'elle me présente, j'étais à genoux en coulisses, puis là, je shake, puis je fais « Ah, tu sais, je vais être malade. » J'ai fait le show, ça a super bien été, mais après le show, je suis dans la loge, je pleure, je shake, je vomis, puis là, je fais « Qu'est-ce qui se passe là? » Puis là, j'ai fait « Je vais aller consulter. Je vais aller voir pourquoi ce qui était ma passion avant,
Puis ce que je voulais toujours faire, maintenant, ça me rend malade, puis j'ai peur. Puis moi, j'avais vomi une fois dans mes débuts, puis j'ai fait, si je peux faire ce métier-là, c'est pas vrai que je vais vomir parce que je suis nerveux avant de monter sur scène, à chaque fois que je vais monter sur scène. Fait que je suis allé voir une amie qui m'a fait un IMO, qui s'appelle l'intégration du mouvement oculaire. C'est pas de l'hypnose, mais ça reconnecte ton cerveau avec le mouvement des yeux, ça reconnecte avec certaines parties du cerveau, des traumatismes parfois que tu peux avoir, que tu as oublié. Puis tu sais, t'as mis ça là, c'est caché, c'est barré, puis asti, j'irai plus jamais là. Mais juste avec le mouvement, elle répète tout le temps la même question, les yeux se promènent, puis à un moment donné, oups, tu vas débarrer des portes. Des fois, tu as des flashs, tu as des couleurs, des odeurs, des fois, tu n'as rien. Puis là, elle m'a comme expliqué, dans cette période-là où je voulais arrêter les shows, elle me dit, c'est quoi ton essence dans la vie? Ben, qu'est-ce que tu veux dire que c'est mon essence? Ben, elle dit, l'essence d'un verre, c'est du sable. Tu sais, si tu n'as pas de sable, tu ne peux pas créer de verre. Puis là, c'est ce qui va te construire. Ben, je pense que c'est l'humour. Ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours aimé faire rire. Mais elle dit là, tu as mis ça de côté. Fait que là, elle pogne une feuille de papier, elle déchire une petite bandelette. Fait que là, elle dit ça présentement, c'est ce qui prend les décisions pour toi. Elle pogne le reste de la feuille, elle la chiffonne, puis elle la jette. Puis elle dit ça, c'est ce que tu as fait. Elle dit, le bonhomme ne doit pas être heureux. Tu dois avoir des idées noires. Et là, je pars à pleurer. Puis là, je fais, comment ça qu'elle sait ça, elle? Fait que là, elle dit, là, elle me donner des trucs pour me reconstruire un peu. Puis le lundi, ça, je l'ai vu, mettons, le vendredi. Puis le lundi d'après, j'avais un show. Fait qu'elle dit, en fin de semaine, elle dit, note, tu vas peut-être rêver, tu vas avoir des flashs. Elle dit, note ce que tu vas avoir comme flash quand tu te réveilles. Mais pendant 3 jours, j'avais rien. Je me réveillais, je me souvenais pas de mes rêves, puis tout ça. Et là, j'allais la voir la veille du show. Puis là, je fais, asti, je peux pas arriver avec rien. Le lendemain matin, je me réveille, puis j'ai une image très claire. C'est un érable, un gros érable. Il est entaillé, puis la sève, là, ça coule pareil comme si c'était ouvert une hausse. Fait que là, j'ai fait, hey, en 4 jours, j'ai une image. C'est un arbre entaillé, un érable, puis la sève coule. Fait qu'elle m'a regardé avec un sourire, puis elle a fait, on a débloqué ton tuyau, mon homme. Have fun. Le soir, j'ai un show au 10-30, au Théâtre Manuvie, qui était le Théâtre Banque Nationale à l'époque. Et j'ai eu du fun, là, comme je n'avais pas eu depuis très longtemps. Puis c'est ce qui m'a donné le goût de refaire un show puis de recommencer. Vraiment, ça a été... Et j'ai refait une intervention comme ça pendant une des tournées parce que j'avais besoin d'une espèce de petite motivation. Mais ça a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai recommencé à faire des shows. Oh, ouais. T'as dit idées noires. Ça ressemblait à quoi tes idées noires? Ben, ça ressemble à des idées noires de... Pas jusqu'à passer à l'acte de suicide, mais à un moment donné, là, tu ne vois que du noir, tu n'es pas heureux, tu es triste. Puis, tu sais, quand tu t'isoles, puis c'est la première fois que j'en parle. Et je comprends les gens, des fois, quand ils sont... Tu dis, hey, demande de l'aide, va chercher de l'aide, puis tout ça. Mais parfois, dans ces périodes-là, tu l'entends pas, ce mot-là. Tu l'entends. Tu la sais, cette phrase-là, mais on dirait que tu fais comme non. Ah non, ils comprendront pas. Ouais, Non, pas non. moi, je peux m'arranger tout ça. Non, moi, c'est je ça. suis Puis là, tu fais comme non, ça marchera pas. J'ai trop de peine. Puis c'est ce qui fait souvent, c'est que les gens vont s'isoler puis qu'ils vont penser justement qu'il n'y a pas d'aide, qu'il n'y a pas de recours. Et il y en a de l'aide. Il y a eu du recours. Moi, je suis allé consulter après, justement, pour voir qu'est-ce qui me créait cette peine-là, ce mal à l'âme-là. Tu sais, c'est niaiseux parce que c'est de moins en moins tabou d'aller consulter parce qu'avant, tu fais comme, OK, tu vas consulter, ça veut dire que t'es fou, t'es pas bien. Mais quand t'as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Mais quand t'as mal en dedans, quand t'as mal tu comprends pas ce qui se passe dans ta tête, ben tu vas consulter. Tu vas en parler avec quelqu'un qui va t'aider. Fait que ça a été un beau geste que j'ai fait pour moi. Puis après ça, j'ai appris à dire, mettons, quand je filais pas, il y a des amis proches qui, sans le savoir, m'ont aidé dans des périodes difficiles, parce qu'il y a eu une autre période à un moment donné où ça a été bien tough. Puis il y a Gino, pour ne pas le nommer, Gino Chouinard, qui a été présent pour moi, puis il ne sait pas à quel point ça m'a aidé. Il m'a juste invité à un moment donné à souper. Puis je ne sais pas s'il le savait, mais juste d'avoir fait ce petit geste-là,
ça m'a... On dirait que ça m'a sorti la tête de l'eau. Ouais. Ouais. Puis trouves-tu que c'est plus dur de... Parce que tu sais, quand sur papier, on dirait que tout va bien, tu sais, t'es connu, t'as la carrière que tu voulais, ça va bien, tu vends des billets, tout. On Ouais. dirait que des fois, peut-être d'exprimer un mal-être quand tout sur papier va bien, c'est peut-être encore peut-être un peu plus dur parce que ça peut être mal perçu par les autres de « Hey, ta gueule, esti, toi, t'es beau, là. Ouais, ben, peut-être, ouais. Tu dis pourquoi tu te plains, puis tout ça. Ben, c'est... Mais... Non, justement, faut pas s'arrêter à ça. Non, c'est ça, T'sais, mais ça t'habitait-tu un peu de se dire, genre, ben, si j'en parle, peut-être que ça va être ça la perception des autres? Non. T'avais-tu ta réflexion-là? Non, je pense que ça vient du fait de... Je me suis pas vraiment arrêté à ça, mais j'ai jamais aimé le conflit, j'ai jamais aimé la confrontation, puis de parler de mes affaires, j'ai jamais aimé ça. Fait que souvent, je me retirais, puis c'est comme un peu comme un animal blessé, là. T'en vas dans ta grotte, puis tu vas lécher la plaie jusqu'à temps que ça guérisse, puis à un moment donné, tu vas faire « OK, regarde, je vais prendre du mieux ». Mais à un moment donné, tu te rends compte que tu as besoin de ressources, tu as besoin d'aller voir des gens autour pour t'aider, puis tu as besoin d'en parler aussi. Ouais, ça va, Fait que ça. c'est pour ça que j'ai encore besoin parfois d'isolement, mais quand je file pas, j'en parle. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps, mais j'en parle et c'est tellement libérateur là, que j'encourage le monde à le faire. Ben, qui parle? Ben, oui. T'étais souvent parti dans ta relation, c'est-tu toi ou ta femme qui portait les culottes? Ben, je pense que mon ex, elle s'occupait beaucoup de tout ce qui était éducation avec les enfants, mettons l'inscription à l'école, les activités. Moi, je travaillais beaucoup. Je m'occupais de tout ce qui était financier. Les vacances, je planifiais les vacances. Des fois, on partait. Tu sais, on est parti 3 semaines en Italie, 3 semaines en France, 3 semaines en Espagne. L'hiver, on allait dans le sud. Moi, je m'occupais de ce côté-là. L'entretien, tout ce qui était... il y avait quelque chose qui brisait, c'est moi qui s'en occupais. Mais au niveau de l'éducation, ça, faut que je donne ça. C'est mon ex qui était plus présente que À moi. l'âge que tu t'es séparé, ça faisait-tu peur de vouloir se séparer? Non, je pense que, tu sais, on avait fait un grand bout de chemin ensemble. On était 30 ans ensemble. Puis à la fin, on était plus des colocs. À un moment donné, la passion s'est éteinte. Puis on avait pris des chemins chacun de notre bord. J'étais plus heureux. Je pense pas qu'elle était heureuse non plus. Puis on a pris cette décision-là. Mais après ça, de me retrouver célibataire, ça me faisait peur un peu. Oui, parce qu'après ça, on est tombé en pandémie. Parce que moi, je me suis séparé en 2019, puis on est tombé en pandémie en 2020. J'avais un chien Mira à l'époque. J'étais famille d'accueil pour un chien Mira, puis une Christie de chance que je l'avais, lui, parce qu'on a marché des shots durant le confinement, puis je me retrouvais tout seul. Puis j'espérais avoir une vie de couple. Mais, tu sais, moi, j'ai jamais été bon dans la cruise, puis d'aller au-devant. Ah, c'est que je suis pas bon là-dedans. Puis c'est une autre vie, là, après 30 ans de couple, de tout réapprendre ça, là. Moi, mes Puis- parents, ça a fait ça aussi. L'année dernière, ils se sont séparés, puis ça faisait 27 ans. Mais là, c'est drôle de les revoir comme réévoluer là-dedans. C'est comme des ados, là, quasiment. Les autres, ils ont pas, pas vécu ça, là, d'été, là, depuis 30 ans. Là. Ben non, puis de savoir aussi la personne que tu vas rencontrer, vas-tu t'aimer parce que t'es Jean-Michel Anctil, Ouais, la ça, il y a ça. personnalité, ou le gars, puis tout ça. Fait que là, tu sais, ça fait 4 ans que je suis avec ma blonde. Ça va super bien. Puis elle savait plus ou moins ce que je faisais. Elle savait que j'étais connu, mais c'est pas... elle m'avait jamais vu en show. J'ai donné des DVD pour qu'elle regarde ce que je faisais. Fait que... non, puis là, ben... ça a été, il y a une période où est-ce que je me cherchais, puis là, je fais OK, je vais-tu rencontrer, puis là, tout le monde autour. Ah, le temps arrange les choses. Hey, femme ta gueule avec le Christ du ta temps, parce que gueule. le temps, il est long en grime, là. Oui, mais tu vas voir. Mais une de perdue, 10 de retrouvée. Ouais, ben les 10, ils viennent pas chez nous. Ouais, ils sont- Ça sonne pas à porte. En plus, on est en confinement, fait qu'ils ont des masques, puis ils se tiennent loin. Mais c'est ça. Après 2 ans, j'ai rencontré Mélo 2 ans après m'être séparé. Puis ça va super bien. Sur Facebook rencontre, Tinder? Même pas, c'est sûr. Non, je suis pas capable d'aller là-dessus. On s'est rencontrés chez Rachel Berry. Elle attendait à la caisse, puis moi, j'allais acheter des trucs. Elle avait son masque, puis à un moment donné, on se
connaissais, mais on se croisait au gym. On allait au même gym. Elle s'entraînait, elle, à 5h30 le matin. Moi, j'y allais à 6h30. Fait que je savais qu'elle était en couple. Moi, à l'époque aussi, j'étais en couple. Fait qu'on se disait bonjour, bonjour. Puis après ça, quand j'étais séparé, je l'ai rencontré. Fait que là, on a commencé à jaser. Et par après, à un moment donné, elle me racontait un peu sa vie, qu'elle était toute seule, qu'elle s'ennuyait. Puis, fait que je dis, si tu veux, on va aller marcher. Fait que là, de fil en aiguille, on est allé marcher. Puis à un moment donné, je me suis lancé et je l'ai embrassé. Puis là, tout de suite après, j'ai fait « Hey, excuse, je t'ai pas demandé la permission. » OK. Elle a fait « Non, c'est correct, c'est correct. » Fait que là, c'est niaiseux parce qu'on marchait. Puis à chaque fois qu'il y avait une table de pique-nique, je disais « Hey, il y a une table à pique-nique, on s'embrasse. » Fait que là, à chaque table de pique-nique, on s'est embrassé souvent et longtemps. Shout-out. C'est stressant le premier. On dirait que ça finit. Il arrivera pas l'âge que c'est pas stressant le premier French avec une fille, tu sais, que tu rencontres tout le temps. En fait, c'est la crainte d'être repoussé, Ça, de te faire dire non, puis de faire comme... Fait que j'ai attendu, là, on marchait, on était dans le parc du Mont-Saint-Bruno, tu sais, on marchait, puis là, je fais comme, hey, je l'embrasse-tu, là? Puis à un moment donné, j'ai fait un câlin, j'ai dit, je pense que c'était dû pour un câlin, puis là, on a continué à marcher, puis là, j'ai fait, OK, je vais tester, je vais commencer par le câlin, OK, elle m'a pas repoussé, c'est correct, ouais, on continue à marcher, mais moi, j'ai toujours eu cette peur-là de te faire dire non, tu sais, quand tu... Je l'ai vécu pas mal, moi. Tu sais, quand tu veux, à l'époque, tu sors, tu vas dans une discothèque, tu vas danser, puis à un moment donné, il y a une fille qui est cute, tu vas voir, tu dis, hey, tu veux-tu venir danser? Non. Si là, tu retournes là, la corde des deux jambes, puis après, tu fais comme, oh non, je me risque plus. Fait que c'est ça, c'était plus la peur de me faire dire non qui a fait que ça a été long. Puis, mais maintenant, je regrette pas. Mais tant qu'à parler de dating, ça nous mène à notre segment Eros et compagnie, Okay. Jean-Michel. Louis la gang, avec le code BREAK15, vous pouvez sauver 15% de rabais sur tous leurs produits en magasin. Fait qu'on vous encourage à l'utiliser. Le Québec veut savoir, c'est quoi... la province est avec nous. C'est quoi ta meilleure anecdote de célibataire? Justement, tu dis que tu pognais pas trop au début. Y a-tu s'en passer des pas pires? Non, j'ai été 4 ans avec une fille que je pensais que j'allais faire ma vie avec elle. Après ça, elle me laissait. Ah, maudite. Là, j'ai cherché des blondes. J'ai cherché à me faire une blonde. Puis ça n'a pas marché. Puis à un moment donné, j'ai rencontré mon ex. On a été 30 ans ensemble. Fait qu'il n'y a pas eu ben de célibataire. De moments célibataires. Puis dans le 2 ans, on était en pandémie. Fait que de cruiser durant la pandémie, non. Puis j'ai rencontré Mélo. Fait que j'ai pas d'anecdote de faire « Ah ouais, hey, j'étais allé là, il y a une fille, elle était... Puis avant les 30 ans de couple, t'étais-tu connu avant de rencontrer la mère de tes enfants ou t'étais... J'ai commencé, c'était à mes débuts. Vraiment, là, j'ai fait mon premier show. Je l'ai rencontré, elle, début novembre. J'ai fait mon premier show le 23 novembre. Fait que tu sais, il y a peut-être... 2 semaines d'écart avant que j'ai commencé à faire des shows. Fait qu'elle, elle a vu vraiment comment est né l'humoriste, si tu veux. OK, fait que t'as pas pu profiter de « Oh, là, je suis rendu connu, puis là, ça pogne mes affaires. » Là, t'as manqué cette petite Non, fenêtre-là. puis je pourrais en parler à mes techs, en tournée, là, ça aurait pu être facile là, de partir sur la Rumba puis de faire comme « Hey, j'étais en tournée, j'étais à cette île, pas besoin de me savoir, là, les filles après. » Puis même des fois, on sortait d'un bar, puis mes techs font « Asti, tu vois rien. » Quoi, je vois rien. La fille, là, depuis tantôt qu'elle te regarde, puis va en boire. Non. Ça me tentait pas. Moi, je sortais dans le bar pour aller prendre un verre avec mes techs et avoir du fun, mais je sortais pas pour aller cruiser. Ça n'a jamais été dans ma nature. Moi, j'ai ce côté-là. Je suis pas... c'est le fun de se faire charmer, de se faire cruiser, mais moi, non. Je suis pas habile, fait que... Ah, je non, vois pas comprends. ça. Désolé pour ta question, j'aurais aimé ça. Désolé, Eros, tout le Québec veut savoir, mais vous saurez rien. Non, mais... C'est quoi la date la plus cute que t'as faite, à part frencher quelqu'un devant une table à pique-nique? La date la plus cute que j'ai faite... Qu'est-ce que j'ai fait de... organiser des soupers, des sorties cachées... Le premier souper, je me souviens, mon ex, le premier souper que j'y avais fait, là, a été fine, elle l'a mangé, mais moi, je l'ai jeté. C'était tellement mauvais, là. J'avais fait du riz minute rice. Au lieu de mettre de l'eau, j'avais mis du jus d'orange. Ah. Faut que ça soit...
un peu cute, puis ça goûte de quoi? Astique, que c'était mauvais. Puis j'avais fait des croquettes de veau. Le dessus était brûlé, le dedans était cru. J'ai essayé de faire une béchamel. Asti, il y avait des motons là-dedans de farine. C'était dégueulasse, c'était épouvantable. Mais. Mais elle l'a mangé, ça, tu vois. Ah ouais, C'est elle bon. dit, ah ben. Elle a fait 30 ans avec toi, Ouais, pareil. c'est ça. Le C'est si une voulait capable. m'empoisonner. Ouais, c'est ça. Day one. Mais Non. gars, tu te mérites ton cadeau, Eros et compagnie. Ouais. Jean-Michel, on repartira pas ici de les mains vides. Fait Ben que ça non. nous fait un énorme plaisir. Je l'ouvre-tu? Ben Oui, oui. oui, ben oui, Ok. ben oui. C'est un particulier. C'est la première fois qu'on donne ce jouet-là. Fait que je le connais pas tellement. Ça s'appelle la vague. Si tu veux, il y a une carte qui est. Tu peux le déballer si tu veux. Ce jouet-là s'appelle la vague. Ça dit découvrir la dernière nouveauté de chez Eros. C'est la vague est un jouet très versatile qui s'utilise en couple, seul, pour pénis ou pour vulve. Installé sur des parties de votre corps et laissez votre partenaire se stimuler à travers ses vibrations. Il peut servir également comme masturbateur ou jouet clitoridien. Une vague d'orgasme est à votre disposition avec cette petite J'aurais appelé merveille. ça l'arrêt, moi. Regardons ça, toi. Ah, Mets ça dans le bain, puis ça. Ah, ouais, il y a de quoi, c'est... Bon, ben, le Québec veut savoir. On va. C'est vrai que ça fait Nemo, il y a de quoi de... Ça fait rien. Bon, ben, je vous enverrai Un un review. courriel pour vous dire comment ça a Ah, été. c'est que ça serait bon, tu nous enverrais une vidéo de review. On va mettre Ah ça à la ouais. fin du podcast, ça va être... On va mettre ça live. Ouais, exact, ça va être parfait. C'est une télécommande. Ouais, tu peux starter pendant que t'es dans le garage. Je ne vois pas me promener avec ça. Pendant que tu games, là. Tu peux te Oui, starter c'est ça. vrai, j'ai souvent mal à la main, tu sais, ça peut me faire un petit massage de manette. Ben, merci Eros. On va essayer votre... Votre raie. Ben oui, c'est la vague, ça s'appelle, La mais vague. on la rebaptise la reine, nous autres. Mais si vous allez sur le site, ça va être la vague, fait que vous Ou le aurez... coquillage. On va C'est essayer, ça. Vous aurez checké ça. C'est plus cute que l'arrêt. Jean-Michel, on t'a vu beaucoup à télé puis au cinéma, tu sais. Puis Ouais. au début, on a commencé à te voir dans des rôles un peu plus humoristiques qui fitaient avec l'image que tu avais dans les médias. Puis tranquillement, tu t'es mis à faire des rôles plus sérieux, puis à devenir un acteur réputé pour des rôles des fois même dramatiques. Ça a-tu été facile, ton arrivée à l'écran, justement, vu que tu avais la réputation d'humoriste, de montrer que, hey, moi, je fais pas juste ça, des jokes? Ben, tu vois, mon premier rôle au cinéma. Au cinéma, j'ai pas fait de rôle comique. Mon premier rôle, c'est dans De Père en flic où je faisais un chef de motard, mon oncle Tardy. Ouais, mais le film est drôle, mais c'est vrai Ouais, que c'est Ah pas... mais mon oui. personnage, il était pas drôle. Mais il était bon. Après hein. ça, j'ai fait Répertoire des villes disparues. J'ai fait Les Barbares de la Malbaie où je faisais un coach de hockey. C'était pas drôle. J'ai fait... Ça, une affaire que le monde ne savent pas. Puis ça, je trouve ça le fun quand je vois des jeunes. Puis je leur demande, t'as-tu aimé ça, le film Coraline, toi? Ils vont faire, ah oui, c'était mon film préféré. Ben, c'est moi qui fais la voix du père. Mais non, c'est pas toi. Puis... Ça, c'est le film pour enfants horreur un peu, genre, Ouais. là, qui a des boutons dans les yeux. Ah, Exact. ouais, ok, Fait ok. que c'est moi qui fais le père de Coraline. Alors, dis-moi, Coraline, quel temps il fait ouais. dehors? Moi, je voulais faire une voix où les gens allaient pas me reconnaître. Fait que là, dernièrement, j'ai vu justement la fille d'un ami, puis elle me disait ça qu'elle aimait ce film-là. Puis quand j'ai fait la voix, elle fait... mais c'est ça. Au début, c'était plus des rôles dramatiques. Après ça, bon, j'ai fait un petit peu de comique à la télé. Puis après, j'ai eu des beaux rôles dans 30 vies. District 31, j'ai fait un petit rôle aussi avec Roy Dupuis, voyons, j'ai Portrait Robot. J'ai fait Portrait Robot aussi où j'ai fait des beaux personnages. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis là, ben, je reviens à la comédie avec Passer au salon. Mais le fait de jouer du drame puis d'aller dans d'autres sphères, je trouve ça le fun aussi. Tu lancé compte, tu cherchais avec Roy Dupuis? Non, Non. c'est... voyons. 4-5-0 chemin du golf. Ouais, non, c'est pas ça. Tout pour toi. Non, tout pour toi, ça, c'était un show que j'ai animé. Tranche de vie. Non, Tranche de vie, c'est la comédie, c'est pas ça. Attends un Ok, peu. si. Voyons. C'est dernièrement, là, Caroline. Là, qui ton Wikipédia est passé à jour pour celle-là, mais Oui, c'est pas grave. pas à jour, certain. En tout cas, ça va me revenir. Je faisais ma fille s'était fait tuer par son chum pendant qu'elle allaitait, puis la petite est devenue sourde. Lui, il fait de la prison. Puis quand il sort de prison, il veut ravoir la garde de la petite, qui est mon ex qui s'en occupait, puis moi, je fais non, et je vais le tuer. Fait que c'était un peu le principe de se faire justice.
Fait que là, je me retrouve en prison, puis et c'est ça. Fait que c'était un beau rôle, puis souvent on se pose la question en tant que père, si quelqu'un s'attaque à mes enfants, comment je vais réagir, qu'est-ce que je vais faire. Bon, se faire justice n'est jamais la bonne chose, mais j'ai aimé ça parce que lui, ce personnage-là, ce qu'il disait, c'est que la justice n'a pas fait sa job. Tu sais, il a quand même tué ma fille, puis il a juste 4 ans de prison. Puis après 4 ans, il veut revoir la garde de sa fille. Eh boy! Fait que ça a été un beau rôle à jouer, des beaux moments. J'aime quand il y a des moments d'émotion. Là, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Sol vivant, qui là, va faire le tour des festivals. Ça aussi, là-dedans, c'était un beau personnage bonhomme qui venait de se chicaner avec sa fille, qui c'était un ramasseur de cadavres. Puis je m'en vais sur une scène de suicide, je vais chercher le corps d'une jeune fille. Puis là, beaucoup de signes qui font c'est peut-être ma fille. Fait que tout cette émotion-là à jouer, puis on l'a tourné aussi en plan séquence. Fait que je pense que c'est 13 minutes non-stop plan séquence. Fait que c'était quelque chose aussi à faire. Fait qu'en tout cas, c'est des rôles qui te challenge puis qui sont différents de ce que j'ai fait. Fait que ça j'aime ça. C'est quoi ton plus gros défi entre passer de la scène puis aller à l'écran? Au début, je te dirais, c'est d'avoir la crédibilité et d'avoir la confiance des gens, autant des réalisateurs que des autres comédiens, parce que, veux pas, tu viens du monde de l'humour, fait qu'il y a du monde qui va dire « Ah, c'est un clown, ça, c'est un comique. » Puis après ça, maintenant, de moins en moins, mais à l'époque, de voir des humoristes qui font le switch, qui s'en vont comme comédiens, il n'y en avait pas beaucoup. Même Patrick Huard, qui est un excellent comédien, au départ, il y avait bien du monde qui doutait de « Ah, il va-tu être capable? » Michel Barrette, qui est un excellent acteur dans le drame, il est bon, il est très touchant. Puis on a vu, il y en a plein là, qui vont passer de la scène en humour, qui vont aller jouer, qui le font très bien. Fait que ça a été ça, je pense, c'est-à-dire là, au début, qu'on me donne la crédibilité et la chance aussi de prouver que je suis capable de jouer. Parce que veux pas, quand tu es sur scène puis que tu racontes des histoires, que tu joues un personnage, tu es dans le jeu. Fait que c'est Denise Robert, à un moment donné, qui avait dit « Je comprends pas qu'on dise que les humoristes, c'est pas des bons acteurs. Ils font ça sur scène. Fait que c'est elle qui m'a donné ma première chance au cinéma avec De Père en flic. Puis tu sais, on voit tout le temps souvent les mêmes humoristes, les mêmes comédiens, ça revient. C'est comme, il y en a pas assez ou c'est toute une clique qui se donne tout le temps les mêmes gigs? Non, je pense pas que c'est pas qu'il n'en ait pas assez, parce qu'à chaque année, il y a plein de jeunes acteurs qui sortent des écoles, puis c'est pas parce qu'ils sont pas bons. Des fois, ça leur prend la petite chance. Mais pour un producteur télé, des fois, c'est d'avoir un Roy Dupuis dans ta série, d'avoir un Rémi Girard, d'avoir le Pierre-Luc Funk, qui est excellent. Pierre-Luc joue beaucoup. Patrice Robitaille aussi, qui est excellent, qui joue beaucoup. Fait que c'est comme une valeur sûre pour ton projet. Tu veux que ton projet marche. C'est la raison pourquoi il allait chercher les humoristes aussi. C'était eux les plus grosses stars du Québec. Ouais, à l'époque, c'était ça. C'est ça. Tu sais, là, on commence à le voir avec les influenceurs un peu. Là. Il y en a maintenant des influenceurs qui vont vers la télé puis qui font plus. Puis là, c'est rendu peut-être eux là, qui sont un peu mal vus quand ils arrivent à la télé, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il Ben, je pense, moi, il faut que quand tu fais tes preuves, que tu viennes de n'importe quel milieu, que tu sois influenceur, danseur. Si t'es bon, t'es bon. Si t'es bon, t'es bon. Puis si t'es pas bon, ben tu vas le faire une fois, mais après ça, on te reverra pas. Exact. Fait que, tu sais, les gens qui produisent les shows TV, il y a des sous là-dedans, là, c'est pas des caves, là. Ils font pas ça pour faire « Ah, je vais y donner une chance, puis après ça, on verra. » Non, regarde, les autres aussi, ils veulent que ce soit rentable, leur projet, puis ils veulent que ça dure. Fait que je comprends de voir des noms qui reviennent souvent, mais sont bons. Faut-tu encore que tu fasses des auditions ou là, c'est comme on sait t'es qui, ils vont plus te proposer des rôles? On va me proposer des trucs. J'ai des auditions des fois à faire, puis ça me dérange pas de faire des auditions. Des fois, justement, tu peux surprendre parce qu'ils te voient dans un certain type de personnage, puis quand tu vas dans l'audition, ils font comme « Oh boy, OK, moi, c'est pas l'image que j'avais de toi, je savais pas que tu pouvais faire ça. » Puis j'aime ça être dirigé aussi. Tu sais, des fois, tu te fais une idée, OK, on va te faire un personnage, c'est... peu importe, mettons, OK, c'est un criminel, il vient de sortir de prison, il revient dans la société, OK, vas-y. Fait que là, tu le fais d'une certaine façon, comment toi, tu le voyais, mais le réalisateur, lui, a sa vision. Non, essaye non plus ça. Puis là, tu fais, ah, OK,
Ou ça peut être ça aussi, tu arrives avec une proposition qui fait comme hey, moi, c'est pas comme ça que je l'avais vu. J'aime ça, je trouve ça intéressant. Fait que ça, c'est le fun quand tu travailles avec des gens comme ça qui te disent OK, essaye quelque chose, tu proposes de quoi, qui font ah, wow, ça, j'aime ça. Tu pisses-tu dans la douche? Oui. Respect. Mais pas la mienne. Quand je vais chez des voisins. Ah, c'est Chez ça. Gino? Chez Gino, je suis dans sa douche. Allô, Gino! Pisse dans la douche des autres. Pire, c'est que j'ai réalisé ça quand j'habitais chez mes parents. Moi, je pissais dans la douche tout le temps. Puis depuis que j'ai mon propre appart, je pisse jamais dans la douche parce que ça me fait chier. Je veux pas avoir à Ben laver, oui, tu sais. non. Fait que Non, je non, peux tout, mais- je pisse dans la douche des autres, dans le fond. Non, je le fais plus. C'est quoi ta plus grande fierté dans toute ta vie, outre que ta carrière puis tes filles, là? C'est Ouais. trop facile. Je pense le fait de durer. Ah ouais. Tu sais, dans, Durer au lit, durer- ouais, dans tout ça. Durer dans tout. Dans le métier, tu sais, c'est un métier qui est quand même... ça roule beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de... À un moment donné, tu peux être la saveur du mois, puis après ça, whoop, on t'oublie. Moi, je pense que je suis assez fier du parcours que j'ai eu, puis dans tout ce que j'ai fait, je pense que j'ai bien fait les choses. Il y a des affaires que tu fais... J'ai pas de regret de faire « Ah, j'aurais pas dû faire de la radio. Ah, j'aurais pas dû faire de théâtre. J'ai touché à plein de trucs que j'ai aimés, puis que... Tu sais, j'ai des pièces de théâtre dont je suis très fier d'avoir joué dedans. Je suis très fier d'avoir fait de la scène pendant longtemps en humour. Je suis très fier de maintenant travailler à la télé. Ça finit bien la semaine. C'est un projet que j'adore. Je trouve ça le fun. Fait que je pense d'avoir touché à tout puis d'être encore là aujourd'hui après plus de 30 ans de carrière. Ouais, Ouais, puis c'est je vrai pense qu'en que c'est 30 ans, t'as quand même. Le public a tout le temps été de ton bord. T'as jamais fait de scandale. Tu sais, il n'y a pas eu de moment où ce que le monde était comme. Ou Ben peut-être là, on va que. peut-être avoir un scandale parce que j'ai dit que des fois je fais pipi dans la Ouais, douche, ben mais- là, c'est ça. Là, ça Je le part fais plus. aujourd'hui. Non, mais c'est ça, tu sais, j'ai pas ce côté-là. J'ai toujours eu peur peut-être du côté délinquant, puis tout ça. Puis moi, j'ai un côté extrémiste, tu sais, genre que quand j'embarque dans quelque chose, j'y vais à fond, puis je me donne. Tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à jouer au disc golf, fait que je jouais à tous les jours, puis des fois, je passais je partais le matin à 6 h, puis je revenais à 6 h le soir chez nous. Là. Je faisais que ça. Puis c'est peut-être pour ça que je me suis toujours tenu loin de la drogue, parce que j'ai dit, moi, si je commence ça, je vais finir mort stick and string dans le bras dans une ruelle, parce que c'est jamais assez. Il faut que j'aille au devant. Tu sais, rumeur, j'ai roulé jusqu'à temps que je pogne mon mur. Puis il y a souvent des affaires comme ça. Tu sais, comme quand j'embarque sur un jeu, il faut que j'aille jusqu'au bout. M'a fait toutes les Christine de mission. Puis après ça, OK, j'arrête, je tasse ça, j'embarque sur d'autres choses. Si demain on t'annonce que c'est ta dernière journée à ta vie, tu dirais quoi à tes filles? Ben, que je les aime. Puis de profiter de chaque moment de la vie. Ce que je leur dis là, même si c'est pas mon dernier jour, go, vous avez le goût de faire de quoi, faites-le. Essayez des affaires, puis tu sais, de se péter le nez des fois, ça peut juste être bon. T'sais, tu vas apprendre, si on apprend des fois de nos erreurs, on apprend dans l'échec, c'est pas que du négatif. Des fois, tu fais comme, hey, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Ouais, ben OK, ben ça va être. Sers-toi de ça pour construire pour les prochaines expériences qui vont arriver dans la vie, les prochains défis, mais de profiter. Tu sais, au secondaire, il y avait un gars qui était dans dope, parce que par-dessus la tête, puis à un moment donné, il a tout lâché ça, puis là, il est tombé dans la Bible. Puis là, il lisait la Bible, puis il lisait des passages, puis je fais, bon, il est mieux d'être dans la Bible que dans dope. Puis à un moment donné, il m'avait dit, puis ça, cette phrase-là, j'essaye encore aujourd'hui de la mettre en pratique, il m'avait dit, élimine les j'aurais donc dû de ton vocabulaire. Puis je trouve ça vrai. Tu sais, à un moment donné, tu fais, ah, je vais-tu faire ça? Ah non, ah, j'aurais donc dû. Puis, à un moment donné, je me suis répété cette phrase-là parce que j'ai croisé Fabienne Larouche sur un plateau de tournage. Puis, c'était à l'époque où la série Fortier jouait, puis ça marchait, c'était bon, puis j'adorais ça. Puis, je me disais, ah, j'aimerais ça jouer, m'emmener un criminel dans cette série-là. Puis, je vais aller y dire. Puis, j'étais trop gêné. Puis, je suis sorti, à l'époque, c'était TQS. Je suis sorti TQS, j'étais rendu sur le trottoir, puis je fais, ah, j'aurais donc dû y dire. Là, je fais, j'aurais donc dû. Je suis rentré en dedans. Je suis allé la voir, elle était sur la chaise de maquillage. J'ai dit, Fabienne, je veux pas te déranger, juste dire que j'aime beaucoup Fortier. Puis un de mes rêves, ce serait de jouer là-dedans. Fait que si jamais, à un moment donné, il y a quelque chose, juste passer une audition.
Mais je te dis ça, c'est tout. Puis elle fait, ah ouais, t'aimerais ça faire ça? Je n'avais pas pensé. Puis là, j'ai fait, ah, puis ça a allumé une lumière. Puis peut-être quelques mois après, j'ai eu un appel pour aller passer une audition. Je pouvais pas parce que j'étais en show. Mais au moins, j'ai fait, ah, c'est ça. Fait que je leur dirais ça aussi. Éliminer les j'aurais donc dû. Puis t'as joué un criminel dans De Père en flic, fait que finalement, t'as réussi à avoir le rôle que tu voulais. Puis quand t'as joué Mon oncle Tardif, justement, dans Ouais. De Père en flic, tu joues le kingpin d'un groupe de motards. T'as-tu eu peur qu'il y ait des répercussions dans la vraie vie? Tu sais, ça a super fait parler, ce film-là. T'as-tu eu peur qu'il y ait peut-être des vrais motards qui sentent que t'es parodié, genre? Non, j'ai eu peur à un moment donné avec les moteurs parce que quand je te disais que j'étais un yes man, que je disais oui à tout, durant Juste pour rire, dans le début de ma carrière, à un moment donné, il disait, hey, on va faire des vox pop, puis on va aller chez les Jokers à Saint-Luc. On va aller lui poser des questions, voir s'ils sont capables de compter des jokes. Mais moi, je savais pas c'était qui les Jokers. Je dis, oui, on va y aller. Ah, c'est d'erreur. Mais là, les Jokers, c'était pas des enfants de cœur, là. Fait que ça a duré, le topo a duré 8 secondes. Le temps de débarquer du truck, puis il y en a un qui a fait tu rembarques dans ton truck, puis tu décalisses. Fait que oui, monsieur. Puis hey, j'avais un plastron de baseball, un petit drapeau blanc, puis un klaxon. Pop, 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 au cas où il sac pour que je fasse de la censure. Calisse, il Ça, t'a j'ai eu envoyé à la peur. boucherie. Ouais, mais moi, tu sais, j'étais inconscient. Puis là, à un moment donné, j'avais appelé à l'époque Gaétan Giroir parce qu'il venait de faire un topo sur les Hells. Puis il dit, tu sais-tu où tu vas? Non, mais on veut que ça soit le fun, tu sais. Puis hey, là, il dit, appelle les polices, puis dis-leur que tu t'en vas là, juste au cas, là, pour être sûr. Puis quand on a appelé les policiers, on fait, oh boy! Et là, j'ai commencé à avoir la chienne. Fait, dans quoi je m'embarque? Moi, là? Pourquoi j'ai dit oui à ça? Puis après, quand on l'a fait, je fais, hey, j'aurais pu me faire casser la gueule. Puis là, puis ils l'ont diffusé un petit bout. Là, ça dure pas longtemps. Oh, Puis ouais. là, après, j'ai fait, ben, d'un coup, qu'ils trouvent pas ça drôle, là, puis qu'ils décident de me casser la gueule. Mais j'y allais pas là dans l'intention de rire d'eux autres. Et je tiens à le spécifier au cas où. Mais non, ça a été un moment où j'ai eu peur. Mais non, pas dans le rôle. Tu sais, c'est au cinéma. Ils savent bien là, que quand tu personnifies un personnage comme ça. Puis à la limite, c'est juste drôle. À la limite, tu devais être flatté de faire comme c'est drôle de voir. S'ils trouvent crédible, tant mieux. Tu sais, je m'étais rasé à la tête, laissé pousser le Fu Manchu, justement pour ça, pour avoir l'air méchant. Puis ça marchait parce que je me souviens, après un tournage, on retournait chez nous, puis un gars en char qui m'a coupé. Ah, j'étais en tabarnache. Fait que là, j'ai juste dépassé, puis je l'ai regardé, puis il a continué. J'avais la tête de l'emploi, Mon mettons. oncle Tardif. Il s'est passé quoi avec ton Volvo? Ah, c'est du char de... Moi, j'aurais pas de commandite de Volvo. Volvo pour la vie, le garage aussi. En fait, j'ai eu un char c'était un Citron. Et j'étais tout le temps. Puis c'est une des grosses dépenses que j'avais faites, une de mes premières grosses dépenses que j'avais fait. Et j'étais tout le temps au garage avec l'auto. Puis il trouvait pas le problème. Puis j'y retournais. Jusqu'à la dernière fois, justement, en allant tourner de père en flic, je tombe en panne avec le char. Puis ils m'ont dit, c'était le lundi, ils m'ont donné rendez-vous le vendredi. Puis quand je suis venu pour passer ça, sa garantie, ils ont dit non, ta garantie finissait jeudi. Oh, tabarnak. Fait que là, j'ai fait, ouais, mais lundi, je t'ai appelé, tu me donnes un rendez-vous le vendredi en sachant que la garantie finit. Ah, on le savait pas. Il dit, arrange-toi avec Volvo Canada. Puis Volvo Canada, le gars, il riait quand j'ai appelé. J'ai fait, hey. Fait que là, j'ai dit, you give me the reason to sell this fucking car. Fait que là, il dit, hein? OK. Puis là, j'ai vendu le char. Puis j'ai fait, mais c'était des bonnes voitures. Il y en a des bonnes voitures Volvo. Mais moi, celui que j'avais, c'était un Citron. Citron. Ah, quand il trouve pas le problème, c'est tannant, hein? Non. Puis tu sais, quand t'es tout le temps au garage, puis tu fais comme, non, c'est pas normal. J'ai pas pris un abonnement pour venir ici au service, moi, là. Tu sais, le monde, il m'a amené, il pensait que je travaillais là, tellement j'étais là souvent. Et puis le move de la garantie le lendemain, Ouais. là, c'est Ah, genre, ouais. là, ça, c'est vraiment un ça fuck a you, là. été, ça a été une erreur. C'est hot, ça. J'aime ça, c'est où qu'on peut te suivre dans les prochaines semaines? Comment on peut t'encourager? C'est où qu'on peut te voir? Qu'est-ce qui se passe? Ben là, dans les prochaines semaines, ben là, j'ai un été de congé, je me repose. On reprend les tournages de la saison 2 de Passer au salon. On tourne en septembre-octobre. Ça finit bien la semaine, les vendredis, mais on tourne aussi encore toute la saison. Après ça, il y a d'autres projets pour 2026 dont je ne peux pas parler, mais là, on va pouvoir me suivre. Puis... La scène, ça, c'est pas d'implant. Ça, t'as accroché tes patins. Là. Peut-être pas. C'est 2026, c'est OK. Ah, c'est ça, c'est J'aime dans ça. un an. Peut-être les patins vont se décrocher. Ouais, mais s'ils se décrochent, ils se décrocheront pas longtemps.
OK, mais Fait que, non, j'ai pas l'intention. Tu sais, il y a beaucoup de shows qui roulent. Mettons que j'ai peut-être un petit projet. Ce que je peux dire, c'est que Rato est pas mort. Voilà. J'ai encore le Rato est costume. pas mort, J'ai encore c'est le bon, costume, puis j'ai encore le plaisir à le faire. Fait que c'est juste ça que je peux dire pour le moment. Prends une série sur Rato. Ah, ça serait trop long. Je pense que Rato, faut que c'est dosé. Tu sais, tu l'as 10 minutes, c'est correct. comprends. Puis Ouais. plus, c'est Il est comme... rushant, là, toute une saison. Ah, à un moment donné, le monde, ils vont mourir. Là. Tu sais, moi, quand je finis Rato, je suis pas fatigué, mais je sais que le public, il a mal au ventre, ils sont fatigués, puis on fait si, je vais de la misère à respirer. Ben, je veux que ça reste comme ça. Ou tu sais, tu prends tous tes personnages, puis tu fais un spin-off d'une série, puis là, ils prennent vie, genre. Ce serait malade, ça, non? Ah, j'ai pas pensé à ça. Tu sais, t'aurais Ouais. Priscilla, Rato, Maxime, genre tout ça, ça pourrait vivre ensemble, là, il pourrait y avoir de quoi là. Maxime, ouf, pas à l'âge que je suis rendu. Je me revois pas mettre une salopette et une casquette puis me faire passer pour un petit gars de 8 ans. Là. Le monde ne sont pas dip. Non, mais non, je pense qu'il y a dans les projets que je veux faire aussi, il y a un projet de film ça fait très, très longtemps que j'ai le scénario dans ma tête, que j'ai commencé à l'écrire. J'en parle à du monde, puis ils me font comme fais-le. Puis on dirait qu'il me manque juste le coup de pied au cul, puis d'avoir le bon auteur avec qui travailler, qui puisse faire les dialogues, puis de faire l'espèce de courbe dramatique de ce que je veux faire. Mais le début du film, la fin du film et la fin, tout le monde font comme ah ben, tabarnache. Fait que ça, faudrait peut-être que j'aille voir Jean-François Asselin qui a fait Plan B. Il y a tout le temps, lui, justement, des séries, puis ça finit, tu fais comme ah, tu le vois pas venir. Fait que moi, comme mon film, on voit pas venir la fin, peut-être qu'il pourrait l'écrire. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ben, merci beaucoup d'être venu sur Prends un break, Hey, merci Jean-Michel. beaucoup, les boys. C'était vraiment nice. Merci à tout le monde d'avoir été là. Si c'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est Prends un break. Jean-Michel Anctil, le beau-frère. Puis si tu veux gagner 1000 pièces de chez Meubles RD, va-t'en sur Prends un break. Il y a un reel qui explique tout ce qu'il faut pour gagner 1000 pièces. On va faire tirer ça le 26 juin. Un gros merci à Meubles RD de fournir toute cette belle, ce beau mobilier. Merci à Tyzone, merci à Eros et merci à Monster. Bye! Bye! Ciao.